Comme tous les virus, le nouveau H1N1 peu virulent va inévitablement muter avec le temps. À quelle vitesse? Avec quelle virulence? C'est là toute la question. Pour être honnête, quand nous analysons ce virus, aucun marqueur de virulence, tel qu'on a pu les voir dans la grippe espagnole ou dans la grippe aviaire, aucun marqueur n'a été trouvé. Donc, on se dit, c'est bien, on est à l'abri. Mais il faut être prudent. Le virus peut muter. On ne peut exclure que certaines mutations peuvent augmenter la virulence, la pathogénicité. Il est très difficile d'estimer la probabilité de voir ce type de mutation. Bref, un virus bénin qui a toutes les chances de le rester. Et heureusement, car son émergence soudaine a surpris beaucoup de monde. Sur la base de la récolte d'informations fiables et suivant les recommandations des experts, j'ai décidé de monter le niveau d'alerte pour la pandémie de grippe de la phase 4 à la phase 5. Pour la surveillance des épidémies, l'Organisation mondiale de la santé joue un rôle sentinelle. Elle s'appuie sur un réseau de laboratoires pour détecter les virus qui émergent. Ce sont eux qui ont reçu en mars 2009 des informations d'Amérique du Nord sur des maladies grippales non identifiées. Puis, en avril, des confirmations mexicaines et canadiennes d'un nouveau virus. Cette salle, c'est la Shock Room. Donc c'est notre salle d'opération qui nous sert tous les matins pour discuter les épidémies, mais aussi en cas de crise qui est occupée 24 heures sur 24. Donc on traite différents types d'épidémies, des fièvres hémorragiques, choléra, méningite, fièvre jaune et la pandémie H1N1. Pour le H1N1, on a ouvert cette salle à 3 heures du matin pour d'abord avoir une téléconférence avec le Mexique et savoir quelle était la situation. Et ensuite une vidéoconférence avec notre bureau régional à Washington pour avoir plus d'informations sur la situation dans les Amériques. Et puis après, la vie s'est organisée, on va dire, dans cette salle avec chacun son attribution de fonction et de poste. Et pendant plusieurs semaines, en fait, ça a fonctionné 24 heures sur 24, où on recevait l'information, on la traitait, on la rediffusait. En fait, toute la stratégie de l'OMS était basée sur l'émergence d'un virus aviaire semblable au H5N1 asiatique. C'est un virus qu'on surveillait beaucoup et qui est un virus qui entraîne une très forte mortalité. 60% des gens qui attrapent ce virus meurent. Donc nos phases ont été mises en œuvre pour ce type de virus qui se transmet pas tellement mais qui tue beaucoup de gens. Les phases de l'OMS reposaient sur le principe qu'on arriverait à détecter rapidement le virus et à le contenir assez facilement. Le virus H1N1, très différent du H5N1, va surprendre tout le monde. Quand on l'a découvert, il avait déjà diffusé à plusieurs endroits au Mexique et aux États-Unis, et donc on était déjà, disons, en train de courir après, quoi, on va dire. En 9 semaines, on avait déjà toutes les régions OMS touchées, avec des épidémies d'ampleur variable, mais enfin bon, le virus, il était déjà partout. La phase 6, qui indique une pandémie mondiale, sera proclamée le 11 juin 2009. Mais dès le mois de mai, l'OMS, aidée par des États membres et des fondations privées, remplit son rôle et fait parvenir kits de détection, antiviraux, brochures d'information, moyens de protection aux pays démunis. En effet, devant la soudaineté de la pandémie, plusieurs pays, et pas les plus riches, doivent faire face à des exigences de santé publique. Certains pays ont plus de capacités pour défendre leurs intérêts, on va dire, et d'autres pays sont beaucoup plus démunis. Donc on croit beaucoup, en tous les cas, à ce concept de solidarité internationale où finalement cette maladie, cette pandémie, elle va toucher tout le monde. Donc on est tous concernés. Tous concernés? Presque. Sur les cartes de contagion, certaines zones restent blanches. Pour une fois, l'Afrique équatoriale semble épargnée. Pourtant, là-bas, ce ne sont pas les virus qui manquent, même pas celui de la grippe saisonnière.
En pleine expansion dans l'hémisphère sud, présent au nord, le H1N1 semble éviter l'Afrique. Quelques cas par-ci par-là, voire rien. Pourtant, la grippe saisonnière n'y est pas absente. Il y a des grippes saisonnières en fonction de la période de l'année, pendant la saison sèche et puis pendant la petite saison de pluie. Dans cette Afrique équatoriale, le virus H1N1 pourrait être en bonne compagnie. Ici, la grande biodiversité de la faune implique une grande biodiversité de virus, du plus bénin au plus virulent. Et aujourd'hui, la pénétration par l'homme de lieux inexplorés fait qu'il s'expose à des choses qu'il ne connaît pas, notamment des virus transmis lors de la capture d'animaux sauvages. Le Centre international de recherche médicale de Franceville est bien placé pour détecter tout nouveau virus grâce à ses laboratoires sécurisés. Pendant des années, une équipe dirigée par Éric Leroy de l'Institut de recherche pour le développement a pisté le virus Ebola, un des virus les plus dangereux pour l'homme. Jusqu'à 90% de mortalité, mais heureusement peu contagieux. Ils ont récemment trouvé le réservoir naturel de ce virus, la chauve-souris. Les études présentent un risque biologique extrême et sont pratiquées dans des conditions de confinement très rigoureuses. Jean-Paul Gonzalez, virologiste de l'IRD, dirige le centre. Visite guidée d'une collection singulière. On a mis en place donc un centre de ressources biologiques et on a aujourd'hui plus de 200 000 échantillons. Alors ici, on a une grande partie de la collection des ressources biologiques, en particulier des sérums, des sangs, des organes humains et animaux qui nous servent donc à la recherche de nos virus. Certains de ces échantillons, effectivement, doivent être manipulés avec précaution parce qu'ils sont potentiellement infectés par des virus. Mais il y a aussi des échantillons non infectieux dans lesquels on cherche des anticorps contre les virus. Y a-t-il une possibilité de rencontrer un H1N1 ? Tous ces échantillons, parmi eux, il y a du virus, mais il n'y a pas un seul virus H1N1. 280 000 clients dans nos congélateurs sans un seul H1N1. Ce qui ne nous empêche pas, évidemment, d'avoir l'autorité, les compétences et l'expertise pour détecter le virus s'il venait ici. Et il y a maintenant 2 mois, on a détecté le premier cas d'infection par le H1N1. Le centre est un laboratoire de référence pour l'OMS. Il est membre du réseau de surveillance du H1N1. Depuis plusieurs mois, il a reçu des échantillons du Gabon qui provenaient de cas suspects détectés par les services de santé. Un seul s'est révélé positif. Cet échantillon s'est révélé positif. C'était un échantillon d'un patient qui a voyagé récemment, qui a fait l'île Maurice, l'île de la Réunion, Afrique du Sud et Libreville, qui a senti des symptômes un peu particuliers et qui s'est rendu dans un centre hospitalier de Libreville. Un seul cas, qui plus est, identifié comme importé et isolé, 3 mois après le début de la pandémie. Est-ce que ça confirme les zones blanches de la carte OMS ? S'il y a des blancs sur la carte, c'est parce qu'il y a des pays qui n'ont pas les moyens, malgré l'excellente initiative de l'OMS justement de doter gratuitement des laboratoires dans le monde entier avec ces outils de diagnostic du H1N1. Donc il y a ça, et puis peut-être qu'il n'y est pas. Peut-être que le H1N1, il n'est pas là. Et donc nous, on est quand même... Il y a plusieurs pays ici en Afrique qui sont très attentifs, qui ont les outils, qui n'ont pas de soucis de diagnostic. Et il y a très peu de cas qui sont enregistrés. Et généralement, c'est des cas importés. Soit le nouveau virus n'aime pas la chaleur, soit l'Afrique l'ignore parce qu'elle a d'autres virus à fouetter. La petite Chloé souffrait d'un simple mal de gorge, un peu de fièvre. Jusqu'à son hospitalisation, le virus H1N1